Bonjour à tous et bienvenue dans le Minecraft. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle année, donc je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une première, ça va être ma première vidéo d'analyse de Battletome. Pas vraiment une analyse dans mon cas, ce sera plutôt une présentation du Battletome. Je présente le nouveau Battletome Flesh-Eater Cour, la cour des manchères en français. Voilà. Tout d'abord, pour entamer cette nouvelle vidéo, euh, petit rétrospectif par rapport à l'année 2023, je constate que je n'ai pas fait énormément de vidéos sur la chaîne, chose que je vais essayer de perfectionner lors de cette année 2024. Donc, plusieurs projets sont en tête, à savoir, j'aimerais commencer à faire au moins une vidéo par mois, si pas deux. Majoritairement, ça sera toujours des vidéos de tutos sur certaines techniques de peinture et que j'aimerais vous partager, ou alors des débriefings de mois ou de journées de Wargame que j'aurais fait, mais également des vidéos, notamment comme la dernière vidéo faite sur les problèmes de handicap invisible, on va dire, au sein du Wargame. Mais j'aimerais vraiment enfin, pas me spécialiser, mais me lancer dans la vidéo d'analyse de codex, de Battletome, de nouveaux jeux, la découverte de certains nouveaux jeux, notamment, je pense, notamment à la fin de ce mois-ci, euh, Games Workshop va nous régaler à nouveau avec, comme moi je l'appelle, le Warhammer Battle, donc le Old World, comme ça va s'appeler, le vieux monde. J'envisagerai, c'est faisable de faire une vidéo présentation de. Donc voilà. Je vais aussi envisager de faire beaucoup de live sur ma chaîne Twitch, afin d'être un petit peu plus présent sur mes plateformes de vidéo et mes, euh, mes réseaux. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer cette analyse de Battletome, analyse entre guillemets. Tout d'abord, parlons un petit peu des Flesh-Eaters. C'est une armée pas le mieux placé pour parler à of Sigmar. Je n'ai vraiment pas rentré dans le côté compétitif et tout de cette présentation de Battletome. Je vais plutôt parler, vous présenter un petit peu les aptitudes d'allégeance, les traits de bataille, et tout ça, et parler de certaines unités et de certaines aptitudes d'unités que moi je trouve assez intéressantes, mais qui pourraient ne pas plaire à certains compétiteurs et tout. Donc voilà. Pour les compétiteurs qui me regarderont, désolé. Et pour ceux qui vont découvrir cette vidéo et qui découvriront ce Battletome, j'espère que vous y prendrez plaisir comme moi j'ai pris plaisir à le feuilleter au fur et à mesure des jours qui précédaient le tournage de cette vidéo. Donc voilà, parlons un petit peu du background de l'armée. Donc les Flesh-Eaters, en fait, ce sont des ghouls apparentés à l'armée de la mort, enfin à la faction de la mort. Et ce sont d'anciens humains qui, après énormément de guerres, vécu une période de famine et qui les ont menés au cannibalisme. Et cannibalisme dans le royaume d'Age of Sigmar, avec toute la magie qui traîne dans les royaumes mortels, fait qu'ils sont mutés, ont été pris de ce qu'on appelle délirium. Donc c'est enfin, pour moi, la manière dont moi je l'ai vu, c'est un sort en fait qui englobe et qui exulte aussi de leur peau, enfin de leur aura. C'est un effet magique en fait qui
permis à ces anciens humains à garder dans leur esprit leur côté chevaleresque. Il faut savoir que c'est une armée de ghouls qui se prennent pour des chevaliers. Les persos se prennent pour des chevaliers. Il y a des courtisans, donc l'entourage des seigneurs et tout. Et prenez des unités de Cryptoror, de Flyers et tout, se prennent pour des chevaliers. Et les ghouls, les dévots se prennent pour des cerfs et tout. Enfin voilà, c'est assez. J'aime le concept. J'aime vraiment le concept, ce concept médiéval fantastique. Dans mon cas, il y a beaucoup d'armées. Hein. Donc, vous prenez les Stormcast Eternal, les, euh, les Cities of Sigmar et tout. Ben, je dirais que les Flesh Eaters, c'est un petit peu le pendant du Cities of Sigmar, mais sans le tir et tout. C'est vraiment des monstres qui se prennent pour des chevaliers parce qu'ils ne rendent pas compte que ce sont des monstres. Enfin voilà. Sans plus attendre, je vais commencer avec vous les aptitudes d'allégeance. Donc voilà, on se retrouve avec les aptitudes d'allégeance, donc les traits de bataille. Il faut savoir que dans les Flesh Eaters, comme vous pouvez le voir, il y a quatre, quatre grandes cours, donc quatre sous-factions. On a les Mornefoss, les Caves d'œil, les Cloquepeau et les Carnefans. Donc les Mornefoss vont plutôt regrouper, ça va être une faction qui va plutôt regrouper principalement, on va dire, mais parce que toutes les sous-factions sont capables avec plusieurs trucs, mais vont apporter des bonus et vont débloquer des battle lines à plus d'unités que d'autres. Savoir que la seule unité battle line de base dans l'armée, ce sont les ghouls. Simple ghouls. À savoir que si on prend la nouvelle figurine présente ici, si vous prenez la nouvelle figurine, donc le Sentinelle laborant, donc Warden en anglais, vous débloquez en Battle Line, vous allez débloquer la nouvelle unité des Cavaliers de Morbeck. Si vous prenez par exemple une. Enfin voilà. Prenez celui-là en général et vous aurez les Cavaliers de Morbeck en Battle Line également. Si vous prenez la sous-allégeance de Mornefoss, vous allez débloquer les nouvelles ghouls, à savoir les dévots, si pas de bêtises. Si vous prenez Cave d'œil, vous allez débloquer les Cryptorors en Battle Line. En Cloquepeau, vous allez débloquer les Crypt Flyers en Battle Line. Et en Carnefang, vous allez débloquer les Terrorgeist et les Dragons Zombies. Donc voilà. Ensuite, nous avons les courtisans immortels. Un autre trait de bataille, ça les courtisans immortels. Donc, toutes les unités Flesh Eater fortes auront une protection à 5+. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les protections en Age of Sigmar? C'est l'équivalent, pour ceux qui ont 40 000, c'est l'équivalent des insensibles à la douleur. Il faut savoir qu'en Age of Sigmar, il est possible de pouvoir annuler des sauvegardes ratées en faisant des protections. Mais la protection se fera sur le nombre de dégâts que vous aurez subis et pas le nombre de sauvegardes que vous aurez ratées. Donc voilà. Ensuite, nous avons les actes de noblesse. Ça, c'est quelque chose qui est propre principalement aux personnages, que ce soit les abhorrents, les artisans. Ils pourront gagner des points de noblesse qui vont pouvoir leur permettre de convoquer des unités ou de soigner des unités. Enfin, voilà. Pour gagner des actes de noblesse, comme notez que je ne fais pas de gros plans sur le Battle Tome afin d'éviter d'avoir des lames de ban, on va dire, envie d'empiéter sur le
marché de Warhammer. Voilà. Donc, je vous explique les points d'acte de noblesse. Les héros gagneront un point d'acte de noblesse s'ils arrivent à lancer un sort qui n'est pas dissipé. Gagneront un point de noblesse chaque prière qu'ils auront récité, qu'ils auront réussi à réciter. Qu'elle soit réussie. Il ne faut pas dire je lance la prière, elle est ratée, mais j'ai le point d'acte de noblesse. Non. Il faut réussir à la lancer. Ou alors, chaque fois que le héros aura combattu, et qu'après toutes ces attaques auront été résolues, on gagnera un point de noblesse par nombre de blessures ou blessures mortelles causées à une unité. Donc, il ne faudra pas spécialement tuer des figurines, il faudra causer des blessures. Voilà. Il faut savoir que chaque héros ne peut avoir que maximum 6 actes de noblesse. Les actes de noblesse vont débloquer certaines capacités en termes de sorts, de prières. Plus vous allez avoir d'actes de noblesse, au plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des bonus pour des effets de sort, des effets de prière, des effets de bataille. Donc voilà. Mais également qui permettra comme je disais, de soigner des unités ou de faire revenir des unités qui sont justement là qu'on en vient au festin frénétique. Donc, on ajoutera 1 à la caractéristique d'attaque des unités flèches torse qui seront entièrement à 12 pas d'un héros qui possède 6 points de noblesse. Ensuite, nous avons la règle mobiliser la garde, qui c'est une règle qui est propre aux courtisans. Les courtisans, ce sont par exemple les Vargulf, le Vargulf qui est un courtisan, ou alors les courtisans, les personnages Ghoul, Crypt Horrors, Crypt Flyers. Donc voilà. Ils dépenseront donc les courtisans pourront dépenser un point d'acte de noblesse pour amener une figurine tuée dans une unité serre amie à 10 pas, ou 2 points d'acte de noblesse pour amener une figurine tuée dans les unités chevaliers. Tu peux utiliser cette aptitude plusieurs fois par tour, à condition qu'on a assez d'actes de points de noblesse. À savoir que si votre courtisan a 6 points de noblesse et qu'il veut ramener 6 figurines dans une seule unité, dans une unité serre, il peut dépenser ces 6 points de noblesse et ramener 6 figurines dans l'unité serre. Si c'est pour des unités chevaliers, il peut dépenser ces 6 points de noblesse pour ramener 3 figurines dans l'unité. Savoir que les unités de chevaliers sont majoritairement des unités de 3. Si jamais vous voulez ramener 3 figurines dans l'unité, ça ne sera pas possible si l'unité a été détruite. C'est justement là qu'on en vient à l'aptitude convoquer de loyaux sujets. Et ça sera principalement une aptitude pour les abhorrents. Les abhorrents, c'est le Gorwarden, l'arch-régent, l'arch-régent, le roi Ghoul et tout. Ça, c'est des abhorrents. Eux peuvent dépenser 6 points d'acte de noblesse, donc 6 points d'un coup, pour ramener une unité serre ou une unité chevalier qui a été détruite pendant la partie. Mais elle sera ramenée à moitié de son effectif, arrondi au supérieur. L'unité doit être donc comme des convocations. L'unité sera placée entièrement à 6 pas d'un bord de champ de bataille. C'est pas une invocation, à proprement parler, c'est un appel aux armes, on va dire. À 6 pas d'un bord de champ de bataille, il y a plus de 9 pas de toute unité ennemie. Voilà. Les unités de remplacement ne peuvent pas être remplacées.
Une fois que l'unité a été convoquée, si elle est redétruite, il n'est pas possible de la faire revenir. Non. Enfin, moi, c'est comme ça que je la prends. Ensuite, nous avons les cours de l'illusion. Ça, c'est plus un trait de bataille. C'est au premier round de bataille, après qu'on a reçu notre point de commande, on aura le choix entre 5 illusions. Ça sera un bonus qu'on pourra garder toute la partie. Nous avons le bonus de la chasse royale. On aura +1 au jet de blessure pour les attaques des unités manchères qui ciblent des monstres. Je pense pas que ça sera quelque chose qu'on choisira souvent. Peut-être contre des armées plein de monstres. Je pense notamment aux Sons of Behemoth. Alors pourquoi pas à une armée d'orques remplie de monstres. C'est rare, mais ou une armée ogre avec pas mal de Thunderstuff ou de trucs comme ça. Personnellement, c'est pas ce que je choisirais. Ensuite, nous avons l'armée de croisade. Ajoute 1 au jet de course et de charge aux unités fléchiteurs de son armée. Je pense que ce sera quelque chose qui sera souvent utilisé. En plus, à savoir qu'il est possible, si vous jouez Ushoran, portage des fléchiteurs, il sera possible de pouvoir, une fois par partie, avoir une deuxième illusion pendant un tour complet. Donc, moi, personnellement, je pense que ça sera l'illusion que je jouerai majoritairement. Voilà. Il y a les défenseurs du royaume. Donc, on aura plus d'un au jet de sauvegarde. Ça pourrait être intéressant si vous avez en face de vous des unités avec beaucoup de rend, enfin beaucoup de rend, de rend à genre -1 ou -2. Au-delà, ça ne servira à rien. Le +1 au jet de sauvegarde est assez intéressant, sachant que c'est une armée qui a en moyenne garde à 5 à chaque fois. Le +1 au jet de sauvegarde peut être intéressant, ça permet d'être considéré comme ayant une garde à 4. Ensuite, nous avons l'illusion des grands tournois. +1 au jet de touche pour les attaques des héros qui ne sont pas générales et qui ont fait un mouvement de charge. C'est intéressant, mais je pense pas qu'on la jouera souvent, étant donné que on va tenter de protéger nos héros afin de pouvoir justement soigner des unités, faire revenir des unités. Enfin voilà. Et nous avons en dernière illusion le jour du festin. Donc l'aptitude festin frénétique, donc à savoir bonus à la caractéristique d'attaque qu'on est à portée d'un héros, des points de noblesse, gagnera le bonus quand on sera entièrement à 12 pas d'un héros qui a 4 points de noblesse au lieu d'en avoir 6. Les points de noblesse, c'est des choses qui vont vite monter, vite redescendre aussi, hein, et gagner des points et tout. Mais avoir plus en attaque alors qu'on n'a que 4 points de noblesse, c'est plus intéressant d'avoir plus en attaque alors qu'on en a 6. Moi, personnellement, la cour de l'illusion, c'est quelque chose. Les deux que je choisirais majoritairement en partie, ça sera le +1 en course et en charge, ou en fonction de ma liste, si j'ai beaucoup de héros, le +1 attaque, enfin le bonus c'est un frénétique. Ensuite, nous allons avoir les actions héroïques ici présents. Voilà, vous avez l'action héroïque discours enflammé. Choisis un héros de notre armée. On jette un dé pour chaque autre unité fléchiteurs qui sera entièrement à 12 pas de ce héros. Et pour chaque jet de 5 plus, on gagnera un point de noblesse. Très intéressant, sachant que les héros devront suivre assez bien les unités, donc seront dans cette bulle de 12 pas. Vous avez aussi, en deuxième action héroïque du Battletome, l'odeur du sang. Donc, on choisit un héros, on jette un dé.
Sur 3 puces, on peut faire un mouvement de D6, de 1 D6, mais on doit terminer à plus de 3 pas d'unité. Ça peut être intéressant tout en n'étant pas intéressant. Par exemple, si vous jouez des bargules, ça peut être intéressant parce que si c'est une unité qui tape fort, qui tente bien, majoritairement, sachant qu'elle pourra récupérer. Non, c'est qui récupère pas des points de vie. Mais bon, savoir que les héros fléchiteurs récupèrent à chaque phase de héros des 3 PV. Ça peut être intéressant d'avoir un héros, je pense notamment au Roi Ghoul sur Terrorgeist, ou Dragon. Ça va être vraiment un bélier, on va dire. C'est une action héroïque qui peut être intéressante. On peut le faire bouger d'un des 6 avant la phase de mouvement, voler derrière, enfin bouger derrière. Voilà, le ramener le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, nous avons les tableaux des fureurs monstrueuses propres à l'armée. Des fureurs monstrueuses du manuel général. Nous avons les fureurs monstrueuses propres à l'armée. Nous avons la mise en bouche appétissante. On choisit une unité ennemie ayant une caractéristique de blessure de 2 ou moins et qui est à 3 pas du monstre. On jette un dé. Sur 3 plus, l'unité ennemie subit les 3 blessures mortelles. Ensuite, pour chaque blessure mortelle causée à l'unité ennemie et qui n'a pas été annulée, le monstre ami guérit une blessure. Donc on en revient au Terrorgeist, au dragon zombie qui récupère des 3 PV à la phase de héros. En plus de ça, il est possible, avec cette fureur de faire des blessures mortelles, et si l'adversaire ne les a pas annulées grâce aux protections, on récupère encore des 3 blessures mortelles. On récupère encore des 3 PV. Très intéressant. On a en deuxième fureur monstrueuse, on a le hurlement de glace. On choisit une unité ennemie à 3 pas d'unité, on jette un dé. Sur 3 plus, elle a -2 à la caractéristique de bravoure. Ça peut être intéressant. Malheureusement, je ne sais pas vous dire si c'est réellement intéressant dans ce que moi je vais jouer. Mais en bravoure, c'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, on va passer aux optimisations. Les optimisations, on a les traits de commandement, les abrants et les courtisans. Donc, il y a un trait de commandement que moi j'aime bien. Il y en a même 2 dans mon optique de jeu. Le premier, c'est obscurcissement ténébreux. Le général n'est pas visible des figurines ennemies qui sont à plus de 12 pas de lui. Prenez par exemple un arche-régent que vous allez mettre sur le décor de faction afin de pouvoir optimiser certaines aptitudes d'aura et tout. Vous lui mettez ce trait de commandement-là, le gars est obligé de s'approcher. Mais comme votre arche-régent sera toujours mis bien derrière, ça sera difficile pour l'adversaire de pouvoir se rapprocher assez vite. Il y a des armées qui rushent très vite. Je pense notamment les Dédoniques de Slanesh, je pense au Beast of Chaos. Enfin voilà. On a aussi, en deuxième trait de commandement, on a l'érudit passionnel. On ajoute 1 au jet de lancement, de conjuration et de dissipation pour le général. Et si, c'est là qu'on revient sur les points de noblesse, savoir, comme je l'avais dit, les points de noblesse donnent des bonus en plus, ne servent pas qu'à faire revenir des unités. Là, si votre général possède 6 points de noblesse, il aura plus 2 en capacité de lancement, de conjuration et de dissipation. C'est un trait de commandement très très intéressant, sachant que la majorité des personnages des cheaters sont des sorciers. C'est l'un des 2 traits de commandement on se tâte. C'est à ce moment-là qu'on serait tenté de prendre des bataillons qui peuvent nous permettre d'avoir. Pas non, c'est juste on se tâte en fait à oublier ce que j'ai dit par rapport au bataillon. Ça sera plus intéressant pour les artefacts, mais là on dans
Donc voilà, mais il faudra vraiment bien choisir. Moi personnellement, j'hésite vraiment entre les deux. Il faut vraiment que je teste l'armée pour savoir lequel sera le plus intéressant. Le dernier trait de commandement pour les arborants sera le maître de la ménagerie. Donc, quand on utilise le trait de bataille convoqué des loyaux sujets, on va faire revenir, on pourra choisir un monstre Flesh Eater Sami qui ne sera pas un héros, qui a été détruit, et le faire revenir avec 6 blessures en moins, sachant qu'ils ont 13 PV, ils reviendront avec 1 vie, au lieu de faire revenir une tête de fer ou de chevalier. C'est intéressant si vous jouez beaucoup de monde, ou si vous jouez la sous-faction des carnes-sang. Mais moi, je resterai plutôt sur les deux premiers, donc en général le visible ou le bonus en dissipation. Ensuite, pour les courtisans, nous avons renforcé par la folie, à plus 2 en capacité plus 2 en points de vie. Et si on possède 6 points de noblesse, on a une protection à 5. La protection à 5 passe à 5. C'est intéressant, mais les traits de commandement sur les courtisans, c'est pas vraiment quelque chose que je dirais. Voilà, je vais vous les partager comme ça. Mais moi, c'est vraiment pas vraiment ce que je choisirais. Ensuite, nous avons compromettre. Donc, si le courtisan utilise l'aptitude de mobiliser la carte, on réduit de 1 le coût de points d'acte de noblesse chaque figurine. Et si le coût est déjà de 1, on ramènera une figurine supplémentaire. Cet acte de noblesse, cette optimisation-là est intéressante. Ça permettra alors pour une unité de chevalier et de d'ailleurs, des grosses Death Star, au lieu de 2 points d'acte de noblesse par figurine, on en utiliserait une. Et pour les unités de boule ou de dévot, un point de noblesse fera revenir 2 figurines. Ça peut être intéressant. C'est à tester. Et le dernier, ça sera la sauvagerie irraisonnée. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'une arme de mêlée de cette figurine est 6, cette attaque inflige 2 touches à la cible au lieu d'en infliger une. Et si on possède 6 points de noblesse, elle en infligera 3. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, vous serez tenté d'utiliser l'optimisation du trait de commandement plutôt sur un aberrant, pour le protéger, plutôt que sur un courtisan. Je dis, ça à tester. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez utiliser des aptitudes sur des courtisans plutôt que sur des aberrants. Puis après, vous aurez des artefacts de pouvoir. Donc, notamment un artefact de pouvoir qui fait que -2 en bravoure aux unités ennemies tant qu'elles sont à 9 pas du porteur. Intéressant. C'est pas ce que j'utiliserais. Moi, j'utiliserais principalement un j'utiliserais le calice de sang. Une fois par bataille, si on utilise le calice, soigne 2 D3 blessures au lieu de soigner un seul D3. Je le disais, tous les persos, quasiment la quasi-totalité des abhorrents ont la capacité de pouvoir régénérer. Pas de comment. Le fait de pouvoir récupérer 2 D3 PV est plus intéressant. Là c'est le genre d'artefact qu'on mettrait sur l'abhorrant si on a utilisé un trait de commandement sur un courtisan.
par exemple, si je choisis pas le trait de commandement qui me permet d'avoir mon aborant non visible pour les unités à plus de, les unités ennemies à plus de 12 pas de lui, là, à ce moment-là, le calice de sang sera intéressant, à condition de ne pas avant. Et le dernier, c'est Cœur de Gargan. Dernier artefact pour les aborants. Cœur de Gargan, une fois par bataille, au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur et de sa monture. Il faut savoir que d'habitude, la monture n'est pas prise en compte. Je reviens notamment sur les actes de noblesse. Euh, Quand le héros gagne des points, par exemple, d'actes de noblesse, du nombre de blessures qu'il a fait, ça ne marche que pour lui, ça ne marche pas pour sa monture s'il est monté. Là, l'artefact donnera plusieurs caractéristiques d'attaque à la monture. C'est intéressant. Puis nous avons les artefacts pour les courtisans. Vous savez bien qu'il y a toujours un artefact pour les aborants, les courtisans. Un petit peu comme les Battletoads. Ça donne aux prêtres, aux sorciers, aux généraux, aux machins, enfin bref. Pour les courtisans, on a la médaille de la folie. Une fois par round de bataille, le porteur peut donner un ordre sans dépenser de points de commandement. Et il compte comme étant le général s'il le fait. À savoir que chez les Fechters, première chose qui m'a frappé quand je lis Battletome, il n'y a pas d'aptitude de commandement. Il n'y en a aucune propre à chaque perso. Donc les points de commandement qu'on gagnera sont principalement utilisés pour les aptitudes de commandement génériques. Donc le fait d'avoir un artefact qui permet d'utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de points de com sera encore plus intéressant que si on avait des aptitudes de commandement de base pour chaque personnage ou chaque unité. Nous avons aussi le pénon écorché, qui peut relancer le jet de charge pour les fléchiteurs entièrement à 12 pas du porteur. Ça, c'est un artefact très intéressant. Et le dernier, c'est le vêtement de chair. Donc, le porteur gagne le mot-clé prêtre. C'est intéressant. On en reviendra quand j'expliquerai les sous-factions. Le fait de pouvoir avoir un porteur qui gagne le mot-clé prêtre, vous allez vite constater que c'est intéressant. On vient au domaine de sort. Domaine de sort, domaine de prière, les traits de monture. Je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas vraiment de recul sur les effets. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque sort et chaque prière, enfin plutôt chaque sort et quelques-unes des prières seront boostées en fonction du nombre de points de noblesse qu'on possède. Voilà. On va directement passer aux grandes cours, donc les sous-factions. Je vais vous expliquer les 4 sous-factions et puis je vais vous dire celles que moi j'utilise. Nous avons premièrement Mornefoss. Donc en Mornefoss, on donne 1 point d'acte de noblesse à chaque héros de Mornefoss ami à la fin du tour qui conteste un objectif. Que ce soit votre tour ou de l'adversaire. À la fin du tour, contestez un objectif avec votre héros, vous gagnez 1 point d'acte de noblesse. Très intéressant. En plus de ça, comme je vous ai dit en début de vidéo, Mornefoss débloque les nouvelles unités d'Evo, les nouvelles boules, moi je les appelle, en tant que Battle Line. Ensuite, nous avons Cave d'œil. On rajoutera 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée des chevaliers de Cave d'œil. Les chevaliers, comme je disais, c'est les cavaliers de Morpec, les Cryptorors et les Crypt Flyers.
c'est une sous-faction très intéressante. Le seul inconvénient, c'est que cette aptitude n'a aucun effet sur les attaques de monture. C'est dommage. Donc je disais, c'est une sous-faction très intéressante, sachant que l'une des meilleures unités du Battletome, c'est justement une unité chevalier, à savoir les Crypt Flyers. Troisième sous-faction, c'est les Cloquepeaux. Donc les abhorrents amis gagneront le mot-clé prêtre, mais ne peuvent pas lancer de sort et réciter une prière lors de la même phase. C'est justement ce que je disais par rapport à l'artefact qui permet de transformer de donner le mot-clé prêtre à un courtisan, permet justement de ne pas devoir utiliser pour moi personnellement, me permettrait de ne pas devoir utiliser la sous-faction Clopo. Sachant que dans le Battletome, il n'y a qu'un seul prêtre qui n'est pas ouf. Je préfère avoir un Vargulf, un courtisan Vargulf prêtre, plutôt que le prêtre normal. Et après, Clopo permet d'avoir les Crypt Flyers en battle line. Comme je disais, c'est justement l'une des meilleures, et c'est pas la meilleure unité du Battletome. Ouais. Soit on sacrifie un sort, soit on sacrifie. Ça à tester. Et le dernier, c'est le Carne-sang. Au début de la phase de combat, choisis un monstre ami sur le champ de bataille et il aura l'effet de frappe en prêt. Je ne vais pas vraiment vous expliquer si c'est intéressant ou pas, sachant que dans mon cas, les effets de frappe en premier, je ne sais pas comment ça fonctionne en AJOC. Voilà. Tout ça pour vous dire que pour ces 4 grandes cours, c'est là que j'utiliserai le plus, c'est la cave d'œil, les Cryptorores en battle line, mais avec un bonus de dégâts. Intéressant. Voilà. Ensuite, on passe des trucs par rapport aux parties, on va dire à terme. Pas intéressant. Je vais vous épargner les grandes stratégies, les tactiques de bataille, que je ne connais pas trop bien. Et je vous épargne un petit peu les battle scrolls. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu les traits d'allégeance, les traits de bataille, les traits de donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une toute première pour moi. Je me doute qu'elle est assez foireuse, on va dire. Je me doute qu'elle est assez foireuse, hein. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu les nouveautés, hein. Donc, je me doute que j'aurais sans doute dû parler des domaines de magie et tout. Mais voilà, c'est une première, c'est un exercice de style. On va dire, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Moi, c'est quelque chose que je continuerai à faire. Comme je le disais, je suis pas un grand connaisseur en jeu d'art. Je pense que si je devais faire une analyse d'armée, si je le faisais en Warhammer 40 000, ça serait beaucoup plus prononcé. J'irais chercher certaines explications d'unité et tout. Mais là, c'est une première. Je reviendrai sur d'autres analyses, d'autres Battletoads, peut-être même des analyses de Battletoads qui sont sorties auparavant. Je pense totalement au Battletoad Sylvanet, et moi, je connais bien vu que je suis armé. Là, à ce moment-là, je pourrais peut-être plus parler sur certains sorts et tout, certains tricks et combos. Là, c'était plus pour vous
présenter un petit peu le Battletome Flesh Eaters, tout dernier Battletome sorti en Age of Sigmar et Battletome d'une armée qui me plaît énormément. Pour ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une excellente année encore une fois. Et on se retrouve très bientôt dans le Maker pour une nouvelle vidéo. A plus les Warriors. Ciao ciao.